Bonsoir à tous. Déjà, merci beaucoup à Ludovic pour son invitation. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. On s'est bien amusé ce matin dans l'atelier à parler de relations clients. Et là, tout de suite, je vais vous raconter la grande aventure de Cohotel. Donc, je vous rassure, ce ne sera pas très complexe techniquement. Vous allez pouvoir reposer vos cerveaux et je ne vous demanderai pas non plus de vous prendre dans les bras. Vous allez tous pouvoir vous détendre un petit peu. Alors, au Cohotel, j'imagine que beaucoup d'entre vous n'ont pas du tout entendu parler de nous, et c'est bien normal, puisqu'on a ouvert la société, on a ouvert notre premier hôtel en 2014. Donc c'est un tout nouveau concept, c'est une marque 4 étoiles d'hôtel urbain qui a été créée par Olivier Devis. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, on a le même nom, donc ça n'a pas de suspense. C'est mon papa. Donc je vous invite tous à me poser la question préférée des journalistes. Est-ce que c'est difficile de bosser en famille? La réponse est et ça dépend, et dans mon cas, pas du tout. On a aujourd'hui 6 hôtels ouverts dans toute la France. On en a 4 autres en construction. Et un chiffre dont on est beaucoup plus fiers que les autres, c'est qu'on est aujourd'hui la première chaîne française en termes de satisfaction client. Tous nos établissements ont une note entre 9 et 9,2 sur 10 sur Booking. Pour vous qui êtes professionnels du tourisme, vous savez ce que ça représente. C'est un travail au quotidien et on est très très fiers de ce résultat-là. On a fait 8 millions de chiffre d'affaires en 2015. On a un objectif de plus 75% en 2016. Donc heureusement, il y a un succès commercial aussi derrière ce projet. Et on est aujourd'hui 60 qu'on espère en tout cas heureux de participer à cette aventure avec nous. Alors, ça peut paraître assez dingue, mais quand on a pensé à Cohotel, tout le monde nous a dit innover dans l'hôtellerie, créer vraiment une chaîne hôtelière, mais c'est complètement déraisonnable. Vous êtes des malades. Donc nous, on s'est dit que peut-être on était des malades, mais qu'en tout cas, on avait envie de tenter le coup. Alors tout d'abord, à l'époque, on a écrit un petit texte, un manifesto, que je vais vous lire maintenant, parce qu'on l'a écrit en 2013, et qu'aujourd'hui, en fait, le produit qu'on offre à nos clients, l'expérience qu'on leur fait vivre, elle correspond 100% à ce qu'on avait écrit à l'époque. Et je pense que quand on crée une entreprise, c'est hyper important de temps en temps de revenir en arrière, de revenir à ce qu'on a écrit à ses débuts. Donc en 2013, on écrivait « Nous sommes fiers de notre métier et voulons prouver qu'on peut faire des hôtels modernes, durables, humains, à des tarifs justes. Nous avons le cafard à l'idée de trouver le meuble club sandwich, le même téléphone à grosses touches, les mêmes chaussons made in China dans tous les hôtels de France. Nous aimons être surpris et découvrir des choses nouvelles, impertinentes, surprenantes, partout où nous allons. Nous constatons que vous êtes de plus en plus nombreux à préférer les transports verts. Nous choisissons donc d'être au cœur des villes pour que vous puissiez nous rejoindre sans alourdir votre bilan carbone. Nous nous battons pour prouver qu'on peut faire esthétique et fonctionnel, beau et accessible, qu'on peut construire une chaîne d'hôtels et soigner chaque détail. Nous pensons que la place de l'hôtelier est aux côtés du client et non derrière un écran d'ordinateur. C'est ce dont rêvent tous les jeunes qui franchissent les portes des écoles hôtelières. Nous aimons demander pourquoi, dès que l'on nous dit qu'on fait comme ça d'habitude, et faisons différemment à chaque fois que la réponse n'est pas convaincante. Nous savons qu'aujourd'hui, il est plus important pour vous d'avoir du Wi-Fi qui marche plutôt qu'une salle de bain en marbre. Nous croyons qu'on peut être très sérieux professionnellement et ne pas trop se prendre au sérieux quand il s'agit de communiquer avec nos clients. Qu'un peu d'amour n'a jamais fait de mal, qu'un peu d'humour, d'amour aussi d'ailleurs, n'a jamais fait de mal à personne. Nous pensons qu'accueillir, c'est vous demander si vous avez fait bon voyage, si vous voulez boire quelque chose, plutôt que de vous réclamer votre carte bleue. Nous croyons qu'une entreprise peut être rentable et socialement responsable. Nous ne pensons pas qu'il faut être fou pour être entrepreneur aujourd'hui en France, juste un peu courageux. Pour toutes ces raisons, nous avons créé Cohotel, la première chaîne hôtelière française à vous promettre 4 étoiles et aucun nuage. Donc, merci. Aujourd'hui, tout ça, c'est une réalité, à la fois pour nos collaborateurs et pour nos clients. Pas parce qu'on a réinventé l'hôtellerie, on a certes bousculé les codes, mais je ne pense pas qu'on ait eu d'idées complètement démentielles ou complètement extraordinaires. On a tout simplement ce qu'on appelle une innovation de bon sens.
Cette innovation, elle est partie du travail de 2 personnes, Olivier Devis, donc notre président, qui a passé 15 ans dans le groupe Accor et qui avait envie de revenir aux fondamentaux du métier. Pour lui, le fondamental du métier de l'hôtellerie, c'est l'accueil, c'est l'attention portée aux clients. C'est vraiment essayer d'anticiper ses besoins, de comprendre avant lui ce dont il va avoir besoin et comme c'est parfois un petit peu décrié par la clientèle étrangère, essayer un maximum d'apporter un service de qualité représentatif du fameux savoir-vivre à la française que l'on prône. Moi, de mon côté, j'ai apporté peut-être une vision sur l'expérience client. Aujourd'hui, c'est un mot qu'on a tous à la bouche. C'est pas juste un concept. Je pense que les modes de consommation ont véritablement évolué. Avant, le consommateur, il cherchait à aller plus ou moins un service qui correspondait à un besoin. Maintenant, il a une consommation presque militante. Il va choisir une entreprise dont l'image lui convient, dont les valeurs lui parlent, dont la communication le séduit. Donc on est rentré dans quelque chose de beaucoup plus compliqué. Partant de tout ça, on a créé tout simplement un concept en se disant on va essayer de répondre un petit peu à toutes ces critiques formulées à l'hôtellerie. Il y a un deuxième aspect qui a soutenu notre démarche, c'est le rôle du marketeur. Alors le marketing dans l'hôtellerie, c'est un concept qui tout simplement n'existe pas. Puisque la plupart des hôteliers sont persuadés que le marketing n'est pas un métier, que quelqu'un qui est un très bon hôtelier sera capable de concevoir l'hôtel de demain. Alors peut-être, en tout cas, moi je ne vois pas régulièrement des choses qui me transcendent dans notre métier, donc je me dis que peut-être on est peut-être passé un petit peu à côté de ce qu'est le métier du marketeur. Le marketeur, c'est quelqu'un qui va être capable d'analyser les tendances, d'en choisir certaines, de renoncer à d'autres, et au-delà de toute l'expérience magique qu'il va construire avec ses nouvelles tendances, avec tous ces éléments d'expérience client, d'effet waouh, etc., il va aussi s'appuyer sur des chiffres. Un marketeur, on va lui dire « je te donne tel segment de la population » et il va falloir que ce segment-là, tu leur proposes le meilleur produit. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qui sous-tend notre travail. On réfléchit en termes de chiffres, en termes de tendances, et on essaie de faire les bons choix de ce point de vue-là. Donc le brief de départ d'Oco Hotel, alors c'était peut-être aussi un peu cette envie de bousculer les codes du 4 étoiles, c'était avant tout de choisir une cible. Je pense que c'est très très important, quel que soit le service ou le produit qu'on lance, de ne pas essayer de faire quelque chose d'universel. Parce que c'est très très compliqué de marketer et de communiquer sur un service universel. Il y a des chaînes d'hôtels qui conviennent à tout type de public. Je pense notamment aux hôtels Novotel. Ils accueillent des familles, ils accueillent des congrès, ils accueillent de la clientèle individuelle. Voilà, ils accueillent vraiment tout type de clientèle et c'est des hôtels hyper fonctionnels, qui tournent bien, avec un modèle économique qui marche. Il y a évidemment de la place pour ces hôtels-là, mais je pense qu'il y avait aussi un besoin pour des hôtels totalement différents, qui acceptaient de dire « nous, on a une seule cible ». Chez Oco Hotel, notre cible, c'est le voyageur individuel de court séjour. Donc quand je dis ça, ça veut dire qu'on ne reçoit pas les familles, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les enfants, ça veut juste dire qu'on a choisi de privilégier la cible du voyageur individuel. On ne reçoit pas non plus les groupes touristiques de grande ampleur. On ne sait pas faire un quart de 100 personnes qui viennent visiter l'Europe en une semaine. On a choisi de ne pas faire ça. Le deuxième élément, c'est bien évidemment, une fois qu'on a défini sa cible, l'ambition. C'est hyper important d'avoir une vision claire de ce qu'on veut offrir, au-delà, encore une fois, de tout l'enrobage marketing. Nous, on voulait tout simplement offrir, en tout cas c'est ce pourquoi on se bat tous les jours, offrir le meilleur rapport qualité-prix du 4 étoiles. J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de notions uniquement de qualité, de gamme, etc. Aujourd'hui, si je pense les étoiles dans l'hôtellerie ont moins de sens pour le client, c'est parce que, oui, c'est pas très très clair. Il peut se retrouver dans un 4 étoiles qui n'a pas été rénové depuis 10 ans
et se dire que franchement, on se moque un peu du monde et limite préférer un hôtel 2 étoiles qui va être entièrement rénové et qui est juste à côté. Donc il n'y a plus vraiment uniquement de qualité, il n'y a plus que des rapports qualité-prix. C'est pour ça que nous, c'était ça qu'on avait en tête, le meilleur rapport qualité-prix dans le 4 étoiles. Et enfin, on avait une vision, l'espèce de truc un peu fumeux qui se balade au-dessus de nos têtes quand on réfléchit et quand on prend des décisions stratégiques, c'est se dire il faut qu'on arrive à concevoir l'hôtel des voyageurs d'aujourd'hui, puisque honnêtement, dans l'hôtellerie, il y avait un gros retard. Quand je vois qu'il y a encore certains hôtels qui font payer le Wi-Fi, ça me laisse un peu pantoise. Donc il y avait un retard sur la qualité du service par rapport qui n'était plus du tout en ligne avec les besoins du voyageur. Donc le concept d'aujourd'hui, mais aussi celui de demain. Parce que, ok, aujourd'hui, on a sorti, je pense, un produit qui est plutôt sympa et qui fonctionne. Maintenant, demain, il va se passer encore plein de choses. Il y aura certainement des ruptures technologiques. Aujourd'hui, on achète son hôtel sur Internet. Peut-être que demain, ce sera complètement différent. Très probablement aussi, et heureusement, il y a des évolutions dans la société. Les gens changent, ils ont envie d'autre chose, ils fonctionnent différemment. À nous de comprendre ces signaux et de faire les bons choix pour faire évoluer notre produit dans ce sens. Alors, on a choisi de construire une expérience client qui serait vraiment différenciante autour de 4 piliers, 4 valeurs fortes sur lesquelles on a voulu travailler. Donc tout d'abord la modernité. Bon, là encore on revient aux critiques qui sont souvent opposées à l'industrie hôtelière. Donc on a choisi de construire des hôtels neufs. On a travaillé avec un designer qui s'appelle Patrick Norguet, qui travaille aussi pour McDo d'ailleurs, et qui fait des choses qui conjuguent vraiment la modernité, le design et le fonctionnel. Je pense que c'est très important de ne pas juste réfléchir décoration. Parce que la déco, au final, au bout de quelques années, ça se démode assez vite. Alors que quand on a réfléchi vraiment dans le design à des usages différents, à ce que vont faire les clients dans ces espaces, là, on va pouvoir proposer des choses véritablement modernes. Tout ça, évidemment, la modernité, ça inclut l'utilisation des technologies, le fait qu'on favorise le canal Internet pour les réservations, le fait qu'on offre à tous nos clients un Wi-Fi performant, une vidéo à la demande, la téléphonie, etc., etc. Ça contribue à faire d'OcoHotel une chaîne moderne. Le deuxième élément qui était très important pour nous, c'était la sérénité. En observant le parcours client de l'aérien ou du ferroviaire, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, toutes ces sociétés elles avaient énormément évolué pour offrir aux usagers un parcours client plus serein. Moi, je suis arrivée par l'avion ce matin, tout était dans mon smartphone. C'était même pas moi qui avais fait ma réservation. Malgré tout, j'avais mon billet dans mon application. J'ai rien eu à sortir. J'ai reçu le push me disant c'est porte 10N, etc. Je trouve ça d'un confort exceptionnel. Et je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui dans nos métiers de fluidifier ce parcours client. Donc on a conçu un parcours client simplissime pour nos clients qui réservent de préférence sur Internet, mais ça marche aussi par téléphone, je vous rassure, qui reçoivent un mail de confirmation. Ils ont rentré toutes leurs informations avant de venir, leurs détails personnels, etc. Et puis leur carte bleue. Donc quand ils arrivent, on n'a plus rien à leur demander. Il n'y a pas de fiche de police, on ne leur demande pas de sortir leur carte, il n'y a pas de numéro de réservation, on leur demande leur nom et on les accueille. Donc ça, pour le client, c'est quand même quelque chose de totalement différent. La sérénité, c'est aussi ne pas faire tout le temps, enfin avoir une transparence sur les prix. Donc on a créé un seul produit, on a créé une chambre standard. Parfois, dans certains établissements, il y a une chambre standard et une chambre premium. Mais ça s'arrête là. On n'avait pas envie d'avoir une démultiplication de produits, d'annoncer des à partir de hyper attractifs pour finalement n'offrir à nos clients qu'un package avec la chambre plus de luxe, machin, etc., plus petit-déj, se retrouver avec un truc astronomique. La sérénité, c'est aussi offrir une clarté à son client sur le produit qu'il va obtenir au final. Troisième aspect, et là, on a été assez disruptif pour du 4 étoiles. On a misé sur la convivialité. Le grand reproche qui est fait aux 4 étoiles français, c'est souvent son côté un tout petit peu empoulé.
Moi, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'avais pas encore mis les pieds dans un hôtel 4 étoiles, tout simplement parce que je suis souvent gênée par le service, que je trouve un petit peu obséquieux. Ça m'arrive souvent de recevoir des journalistes dans des grands hôtels parisiens. On est en pleine discussion, et là, il y a quelqu'un qui vient vous interrompre pour vous demander votre commande, pour remettre un bout de fleur, etc. Et ça me rend dingue, parce que c'est des établissements magnifiques, c'est vraiment des endroits qui pourraient être super sympas, et on n'a pas cette première notion de convivialité, je ne sais pas, de contact avec le client un petit peu plus smooth, un petit peu plus comme on peut le voir par exemple aux États-Unis. Donc nous, on s'est effectivement lancé sur ce créneau en se disant, c'est pas parce que les gens viennent pour le boulot, c'est pas parce que les gens réservent un 4 étoiles qui veulent un service hyper ampoulé. C'est pas pour ça qu'ils sont pas capables de se dire que l'hôtel peut être éventuellement un lieu de vie, un lieu d'échange. Aux États-Unis, on a une vision totalement différente des hôtels. Les gens vont bruncher à l'hôtel, les gens vont boire un verre à l'hôtel, les gens vont travailler dans la journée à l'hôtel, tout simplement parce qu'il y a des espaces qui sont sympas et parce qu'il y a un service qui est tout à fait adapté à ce mode de consommation. Le dernier pari qu'on a fait, et là, on peut dire qu'on a été un peu fou, c'est le pari de la générosité. Normalement, plus vous montez en gamme dans l'hôtellerie, plus tout est payant. Alors, j'ai jamais vraiment compris pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Le fait est que nous, on a pris totalement contre-pied. On s'est dit, à partir du moment où notre client paie sa chambre, on ne lui demande plus rien. Donc, on offre le petit déjeuner. On offre un buffet apéritivo le soir avec des produits de la région. On vous offre même le premier verre de vin ou la bière locale qui vous fait envie. Toute la journée, c'est open, boissons chaudes, boissons fraîches, petits gâteaux Michel et Augustin. En chambre, vous avez bien évidemment le Wi-Fi, la vidéo à la demande, la téléphonie, la Nespresso, la bouteille d'eau, etc. Et ça, c'était un pari un peu fou. Mais au final, économiquement, c'est pas complètement dingue. Parce que déjà, enfin, on n'a pas la même clientèle dans le haut de gamme et dans le bas de gamme. La clientèle du haut de gamme, au final, si vous lui offrez tout, elle ne va pas abuser. Alors, il n'en demeure pas moins que l'homme étant ce qu'il est, de temps en temps, vous avez quelqu'un qui va mettre 5 paquets de gâteaux dans son sac. C'est un client sur 100. Pourquoi pénaliser la totalité de notre clientèle pour un client qui abuse de tout ça? Donc aujourd'hui, on a réussi à la fois à créer une expérience client qui est différente, qui est surprenante pour le consommateur, mais et ce dont on est vraiment très fiers aujourd'hui, c'est qu'on a réussi à créer une relation de confiance avec nos clients qui ont l'impression de payer le juste prix pour le service et le produit qu'ils obtiennent. Et il y a presque un contrat tacite où ils se disent « Ok, il y a une vraie générosité de la part de l'hôtelier, à nous d'être fair-play, de bien nous tenir et de ne pas abuser de tous ces services offerts. » Alors, partant de toutes ces observations, pour vous donner une petite idée de ce que ça donne un peu en images, donc là, on va vous présenter la chambre. Alors, la chambre, elle est assez compacte, elle fait 17 mètres carrés, pour plusieurs raisons. D'abord, on s'est dit, on est en hyper centre-ville. Je ne sais pas si certains d'entre vous habitent à Paris. Quand on vit à Paris, quand on prend un loyer, ça coûte une petite fortune. On se dit, bon, je suis prêt à avoir une chambre un petit peu plus petite pour avoir un salon vraiment sympa où je vais pouvoir recevoir du monde et passer du temps. Au final, ma chambre, je ne fais qu'y dormir. On a fait un peu le même constat. On s'est dit, si on veut être en hyper centre-ville, permettre aux gens d'être vraiment à proximité de tous les commerces, des centres d'affaires, des restaurants, des points d'intérêt, il y a un moment où le foncier coûte très cher. Il va falloir trouver une solution pour à la fois proposer un prix correct et compétitif et proposer un emplacement hyper premium. Donc on s'est dit, on va tout simplement faire des chambres relativement compactes, 17 mètres carrés, et en revanche, on va créer un grand espace de vie,
qu'on va appeler le club, qui fera entre 300 et 400 mètres carrés, qui sera accessible 24 heures sur 24 à nos clients. Et c'est dans cet espace que tout va se passer. On va donner envie aux clients de finalement ne faire que dormir dans sa chambre, éventuellement travailler un petit peu, mais pour tous les moments de détente ou même de travail, réunion, etc., de venir passer ce moment-là dans le club. Donc cette chambre-là, elle a quand même été très très pensée pour être particulièrement design et original. Donc là aussi, on voit le travail très fort de Patrick. Et puis on s'est amusé sur des petits détails. On a choisi du linge de lit en lin froissé, des tas de petits détails un petit peu écolo. Mais encore une fois, le cœur du concept, c'est donc le club. Ça ressemble à un très grand salon, un petit peu comme chez vous, peut-être en un peu plus pop sur les couleurs. Donc vous avez des espaces où vous allez pouvoir vous installer pour travailler, brancher votre PC dans la journée. Pourquoi pas faire un rendez-vous de travail. Le week-end, on a aussi beaucoup de clientèle qui vient s'installer, se reposer, prendre le thé. Vous avez aussi toujours toute la connectique des tas de prises pour brancher votre PC, une imprimante, un business corner que vous voyez ici avec 2 iMac pour imprimer son billet d'avion, ce genre de choses qu'on oublie tout le temps. On a aussi toute une partie axée sur la restauration, donc c'est toujours le même espace. Il y a toujours cette grande table d'hôte qui symbolise encore une fois la convivialité, et c'est pas juste un symbole, c'est véritablement le premier endroit où les gens s'assoient quand ils arrivent. Nous, on était sûrs que ce serait que les gens voudraient pas se mettre à côté du voisin. Eh ben non, c'est vraiment, ça symbolise pour moi très très bien l'univers au cocktail. Donc tous ces clients dans cet espace, encore une fois, peuvent se servir du petit-déj, toujours à manger dans la journée. On se sert autant qu'on veut, on fait comme à la maison. Et le soir, c'est vraiment un moment convivial où là, l'équipe va venir à votre contact pour vous offrir un verre de vin ou de fromage. Et puis, il y a un buffet de produits locaux. On a beaucoup travaillé sur le sourcing pour essayer au maximum de proposer des produits qui viennent de moins de 100 km de l'hôtel. Donc, chaque établissement a un concept de restauration différent. C'est quelque chose qui est très, très apprécié de nos clients. Donc voilà un petit peu pour la mise en œuvre. On a aussi une boutique souvenir où le client peut acheter la confiture qu'il a dégustée au petit-déj. On lui a préparé pas mal de choses qui viennent de la région pour qu'il n'ait pas, s'il n'a pas le temps, de faire les courses. On a évidemment un espace forme, c'est une vraie demande des clients actuellement. Des machines de cardio-training, un sauna, c'est étonnamment assez utilisé. Et le dernier aspect, sur lequel on a beaucoup travaillé et qui, je pense, a quand même pas mal aidé à la notoriété de la marque, c'est la stratégie de communication. Donc j'ai mis une stratégie de communication héroïste, le but étant d'avoir un maximum de retour sur investissement, puisque quand on est une toute petite société, on commence avec des tout petits budgets. Donc chaque euro qui est dépensé doit avoir un impact fort sur le chiffre d'affaires. Donc tout d'abord, on a construit une image de marque forte. Ça paraît hyper bête dit comme ça, mais je pense que c'est très important. Aujourd'hui, dans le tourisme, les gens qui réussissent sont des gens qui ont travaillé sur l'image de marque, qui ont construit une aventure, qui ont construit un vocabulaire propre, qui ont construit un ton, qui ont réussi à construire une image et qui arrivent à emporter le client dans cette aventure. Moi, je ne dis pas aux gens que je vends des chambres d'hôtel. Ça c'est pas du tout glamour. Ça vend pas du rêve, comme on dit. Je vends une expérience. Je vends une destination. Je vends un séjour personnalisé. Voilà, tout ça, c'est un travail avant tout de cohérence. Tout doit être relié. L'expérience digitale du client sur le site web, l'expérience physique qu'il reçoit quand il est accueilli par les équipes, l'impression qu'il a quand il ouvre la porte de sa chambre, le feeling qu'il peut avoir quand il descend le soir au club et qu'il découvre l'apéritivo, tout ça doit être totalement connecté et cohérent. Moi, je me fie toujours à la phrase de Steve Jobs qui disait à ses équipes « Je suis aussi fier de ce qu'on n'a pas fait que de ce qu'on a fait. » Aujourd'hui, vous avez des tas de propositions. Moi, tous les jours, je reçois des propositions de fournisseurs pour des services, des produits complètement tous plus dingues les uns que les autres. On sélectionne à mort. On se pose la question tous les jours, dès qu'on lance un nouveau produit, un nouveau service, de se dire est-ce que ça, c'est cohérent avec notre image de marque?
avec ce qu'on veut faire vivre aux clients. On a embarqué tous nos partenaires dans cette aventure. Aujourd'hui, les gens avec qui on travaille, que ce soit nos fournisseurs ou nos prestataires, ce sont des gens qui partagent nos valeurs, qui partagent cette même attention aux clients et cette volonté d'avancer et d'innover. Le deuxième élément qui a été vital dans notre développement, c'est le fait d'avoir donné la priorité à la e-réputation. Donc là, on parle des notes qu'on a sur Booking, sur TripAdvisor, mais aussi de tous les commentaires que déposent les internautes sur Facebook, sur Twitter, etc., etc. On a eu la chance, relativement tout de suite, d'avoir des très bons retours de la part de nos nouveaux clients qui découvraient la chaîne, qui en tout cas étaient tous surpris et pour la plupart séduits. Donc on a travaillé d'arrache-pied pour répondre à tous ces gens-là, pour lire, analyser les commentaires tous les matins. La totalité de l'équipe OCO, les 75 collaborateurs, lisent tous les commentaires qui sont tombés dans les établissements pendant la nuit. C'est hyper important pour nous de ressentir la température, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de nos clients, de corriger tout ce qui peut l'être et de continuer à entretenir cette e-réputation. L'année dernière, on a levé 4,3 millions d'euros pour développer la société. La première page de la présentation, avant même le business plan, c'était nos notes sur Booking et TripAdvisor. Parce que pour un investisseur qui connaît ou pas le monde de l'hôtellerie et du tourisme, ces notes de qualité, elles étaient absolument hallucinantes. Et c'est comme ça qu'on a réussi à convaincre nos investisseurs de nous accompagner dans ce développement. Donc certes, il y a le client final, mais il y a aussi la pérennité de l'entreprise et de la proposition de valeur qui est faite. On travaille aussi très régulièrement sur notre communauté. Dès le début de la société, on a eu une community manager, ce qui est assez rare pour une structure de notre taille. Cette personne est en charge de la gestion de la totalité des réseaux sociaux. Elle s'occupe des relations blogueurs. Donc elle démarche les blogueurs qui ont des belles communautés pour les inviter à passer un séjour chez nous. Elle répond aux demandes entrantes, elle fait des clins d'œil à tout le monde sur ceux qui commentent sur Instagram, Twitter, etc. S'il y a un truc à retenir, c'est qu'il ne faut pas avoir de philosophie sur les blogueurs, c'est bien, c'est pas bien. Moi, j'ai juste envie de parler de chiffres. Quand mes hôteliers viennent me voir et me disent on me propose une publication dans un magazine tirée à 20 000 exemplaires à 3 500 € le quart de page, je leur dis, bon, alors attends, 3 500 €, est-ce que tu as calculé quel était ton point mort, combien il faut que tu vendes de chambres grâce à cette publication que tu vas quand même avoir du mal, dont tu vas avoir du mal à analyser les retombées, pour rentabiliser un peu cette pub. Alors tout de suite, on arrive sur des chiffres totalement astronomiques, hein, vous vous en doutez bien. En revanche, quand je leur dis, bah tu vois, la petite nénette que tu as reçue le week-end dernier avec son mec et son chihuahua et qui a pris 50 photos dans ton établissement, et bah, cette fille-là, elle a une communauté de 200 000 personnes qui la suivent au quotidien. Et sa chambre, ça t'a coûté 50 €. Donc avec 50 €, tu as touché 200 000 personnes qui suivent un contenu rédactionnel axé sur le voyage, plutôt tendance design lifestyle. Et là, quand on parle ROI, on arrive un petit peu à convaincre tout le monde. Donc tout ça pour vous dire que communiquer avec un budget limité, c'est tout à fait possible quand on a une exigence et quand on a un peu de motivation pour aller chercher d'autres leviers. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Un peu de ça. Oh bah, installe-toi. Alors, je crois qu'effectivement, c'était vraiment très, très cohérent et plaisant pour nous de t'avoir ici parce qu'on parle d'accueil, qui est quand même un des métiers des destinations. On parle de marque, on parle de cohérence, on parle de communication. Et je crois que ton discours est tout à fait transposable à ce qu'on voyait. On parle d'expérience. Et d'ailleurs, tu auras droit de distribuer des petits badges expérience aux gens qui t'en demanderont. C'est collector, hein. Il y en aura d'autres demain avec Laurence Baudy à la conférence de demain matin, 9 h pour les très courageux qui viendront. On a, j'imagine, des questions peut-être dans la salle, donc manifestez-vous, levez la main, il y a des micros qui vont circuler, on peut prendre encore quelques minutes avant de passer à notre dernière intervention.
Moi, j'en ai une. J'avais remarqué très rapidement sur votre site, tu as lu le manifesto, effectivement, qui est quelque chose de fort et qui est accessible. Il y a quelque chose aussi sur le numérique. On est au Rencontre du Tourisme, on parle un peu de digital, du coup. Et vous avez, alors je n'ai plus la tournure exacte en tête, mais quelque chose qui dit genre, nous, le numérique, on aime bien ça quand ça rend vraiment service et on ne fait que des trucs qui vont vous simplifier la vie. Le numérique pour le numérique, c'est pas notre truc. Et c'est effectivement ce qu'on s'évertue un peu à répéter maintenant depuis quelques années ici. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 illustrations de choses justement sur lesquelles vous avez dit là c'est intéressant pour notre clientèle, on y va, on le fait? Oui, alors effectivement, nous on se pose toujours la question de est-ce qu'on est en train de nous présenter un gadget? Est-ce qu'on est en train de nous présenter une technologie qui va nous simplifier la vie, qui va simplifier la vie de notre client? Encore mieux, qui va faire les deux. Et surtout, est-ce que ça casse pas le contact humain? Par exemple, moi, j'ai jamais voulu qu'on ait des bornes dans nos hôtels où on récupère sa clé. Je suis contre ça. Ça, c'est un postulat de départ. Après, on travaille en ce moment sur énormément de projets. On est notamment en train de développer une application de e-conciergerie. C'est-à-dire que c'est une application au co-hôtel. Quand le client arrivera, par exemple, à Grenoble, tout l'univers va changer et il va obtenir toutes les informations sur l'établissement, les horaires du petit-déj. Il va pouvoir, via l'application, commander au staff un oreiller supplémentaire, voire même rentrer en chat avec lui en lui disant « Excusez-moi, je suis chambre 307, j'arrive pas à régler la clim ». Et il va pouvoir aussi découvrir toutes les adresses qui ont été sélectionnées par l'équipe. Donc un vrai contenu créé par nous avec les photos, le texte, etc. Alors ça, c'est un point fort aussi. Tu dis adresses sélectionnées par l'équipe. Vos équipes préconisent évidemment des restaurants, des activités, etc. Mais les ont testés au préalable. Absolument. Alors c'est là qu'on a un vrai lien très très fort avec les offices de tourisme. C'est qu'on tient absolument à ce que nos équipes soient des ambassadeurs de leur destination. Je ne vends pas seulement au co-hôtel, je vends un week-end dans le cadre du voyage à Nantes chez Oco Hôtel. On n'est en tant qu'hôtelier qu'une des composantes du séjour du client. Donc il y a un moment où on peut avoir l'hôtel le plus génial du monde, s'il n'y a rien à faire autour, ça va être un petit peu compliqué. Et à l'inverse, on a besoin d'être capable d'expliquer à nos clients quels sont les points d'intérêt de la région. Donc oui, ça c'est quelque chose de très très important. On communique en permanence avec les offices de tourisme des villes où on se situe pour échanger sur l'agenda culturel, sur les nouveautés. Et on tient à ce que nos équipes testent les adresses pour pouvoir en parler un peu en tant qu'experts. Tout à fait. Alors, on a des questions là qui proviennent de Twitter. Donc, une première, c'est rapidement le nom Oco. D'où vient-il? Il est international, c'est un palindrome. Quel est son sens? Alors ça, c'est la question préférée numéro 1 de tout le monde. Alors vous allez être très déçus parce que ça n'a pas de sens du tout. Effectivement, on cherchait quelque chose de court parce qu'en hôtellerie, on a des très grosses enseignes. Donc autant que ça se voit de loin, que ce soit court. Il y a ce côté palindrome. Ça se lit dans les deux sens. Votre cerveau en fait ne retient qu'une syllabe. Ça ne veut rien dire de désagréable dans les langues internationales. Donc ça, c'est très important. Et on a bien aimé aussi effectivement le côté très graphique des 2O et de 2K sur lesquels nous, on a pu beaucoup s'amuser dans la déclinaison de la marque. Autre question, vous communiquez énormément sur l'humain, et tu nous l'as expliqué tout à l'heure. On avait une question qui disait, sur les photos, on ne voit jamais d'humain. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est volontaire? Et est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Alors, effectivement, c'est toujours très compliqué. De mettre quelqu'un dans une chambre, dans un lit. Ouais. Alors, je me souviens, on avait fait un shooting pour un dossier de presse où j'avais fait poser notre patron Olivier à côté de notre designer sur un lit. Je peux vous dire à quel point ils étaient très, très, très mal à l'aise. Tout ça pour dire que mettre de l'humain sur une photo, c'est toujours excessivement complexe parce que la question, c'est quelque part, enfin moi je pars du principe que votre image vous appartient. Donc si moi je représente la marque Oco Hôtel, donc qu'on mette ma photo sur le site web, bah, quelque part ça fait partie de mon travail. C'est la même chose pour Olivier qui a créé cette boîte. J'ai pas forcément envie de demander à nos équipes de devoir avoir leur tête
sur le site web, parce qu'ils ont une vie privée, ils vont changer de société, on n'est pas obligé de leur demander ça. Alors certes, ça fait un peu froid, on a des photos qui sont très axées design, mais en même temps, ça permet aussi de donner vraiment une idée de ce qu'est physiquement le lieu. C'est des photos qui sont très exploitables par des magazines, etc. C'est plus des photos d'inspiration. On se rend compte que c'est pas mal ça qui convertit. On nous demande d'ailleurs quelle est la politique de recrutement et quel type de personnel vous recrutez et qu'est-ce qu'ils ont fait comme formation, qu'est-ce qu'ils ont suivi. Est-ce qu'ils viennent de la formation hôtelière traditionnelle ou d'autres parcours un peu plus exotiques? Alors, on recrute avant tout des gens sur le savoir-être, le savoir-vivre, plutôt que sur le savoir-faire, parce que c'est pas très compliqué de former des gens à l'utilisation d'un logiciel, de leur expliquer des procédures. C'est beaucoup plus difficile d'amener quelqu'un qui n'est pas un grand fanat du parcours client, qui a l'habitude de rester derrière son comptoir, à en sortir, à aller au-devant du client. Donc on cherche en priorité des gens qui ont une expérience hôtelière, dont beaucoup de jeunes qui sortent d'école, mais ça nous est arrivé aussi de débaucher dans les offices de tourisme, voilà, enfin, d'avoir des gens d'un peu tout profil, tant qu'ils ont quelque part cet amour du contact client. Une dernière question qui venait de Twitter, c'est au final, votre clientèle, le profil de clientèle, puisque vous aviez une ambition, un choix très précis, est-ce qu'il correspond et qui recevez-vous ? Alors effectivement, la bonne nouvelle, c'est que sur notre clientèle cible, qui est grosso modo la clientèle individuelle d'affaires, là, on peut dire qu'on fait carton plein, puisque nos établissements sont très bien remplis en semaine dans toutes les destinations et qu'on a beaucoup de contrats avec des grandes entreprises françaises qui nous font confiance pour héberger leurs collaborateurs. Donc le but est atteint. Heureusement pour nous, on l'a aussi un peu dépassé. Puisque, là encore, grâce au marketing de destination qui est fait dans les villes où on s'implante, on arrive aussi à attirer une clientèle loisir qui a envie de venir passer un city trip dans une des villes où on est implanté et pour qui le caractère très design, très innovant fait partie de la séduction du produit. Merci. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Levez la main, n'hésitez pas si vous avez une question. Non, on a fait le tour sur Twitter. Bien, merci beaucoup, Solène. Merci. Merci.